fête où l'on se déguise en monstre et où l'on va frapper chez les gens en leur faisant comprendre que s'ils payent pas, on va démonter leur baraque. Non, il n'y a que toi qui fais ça. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait j'ai besoin d'un point de départ pour parler des monstres tels qu'on les voit dans le monde du spectacle. Non mais t'es pas censé le dire ça. Messieurs, dames, gens le tous horizons, que vous soyez ouvriers, bourgeois ou simples trublions, venez frissonner devant ces histoires authentiques. Car oui, aujourd'hui, on va parler de freaks. Ah, le fric, c'est chic. Les freak shows étaient des expositions de personnes ou d'animaux possédant des caractéristiques particulières, l'objectif principal étant de faire frissonner, trembler, voire même émerveiller le spectateur. Ces spectacles, aujourd'hui disparus, ont principalement prospéré du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Le phénomène serait né en Angleterre au début de la période renaissante. Lors de certaines foires, l'on pouvait parmi les différents étalages admirer des artistes se produisant parmi les badauds. C'est ce système qui, à partir du 18e, va se répandre aux États-Unis. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les freaks se déplaçaient de ville en ville, accompagnés d'une personne chargée de s'occuper des contrats ou de jouer le rôle du bonimenteur. On va y revenir au bonimenteur. Parmi ces artistes, on peut distinguer deux catégories, ceux qui travaillaient en collaboration avec leurs impresarios et ceux qui malheureusement n'étaient que marchandises exploitées. L'attrait de ces phénomènes tient énormément au fait que les scientifiques et médecins de l'époque expliquaient difficilement telle ou telle particularité, ajoutant ainsi une dose de mystère à ces personnes. Ce type de spectacle commence à prendre de plus en plus d'ampleur, si bien qu'au début du 19e, des musées commencent à voir le jour dans les grandes villes. Ces musées, à but scientifique... Comme beaucoup. Tu dis musée à but scientifique, comme si ça avait quelque chose d'incroyable. Et ça n'a rien d'original. Bon, continue. Ces musées, à but Scientifique. réunissaient objets d'art, animaux, objets incongrus, mais aussi et surtout personnes possédant des caractéristiques extraordinaires. L'attrait du public pour ces derniers va pousser les exploitants à baser leur commerce sur ces artistes. Les musées s'équipent de scènes permettant aux scientifiques de tenir des conférences, puis aux freaks de se produire. Des spectacles musicaux ou de théâtre sont de plus en plus présentés, si bien que les expositions annexes finissent par être mises de côté. Petit à petit, les phénomènes de foire qui voyageaient de ville en ville vont se réunir dans ces musées, augmentant leur popularité et du coup leur nombre. De plus en plus de musées vont s'ouvrir avec ce même objectif, attirer le public grâce à la production de freaks, se faisant ainsi concurrence. Et afin d'attirer toujours plus de spectateurs, la communication devient un atout majeur. Affiches, tracts, mais aussi et surtout bonimenteurs. On va en reparler du bonimenteur tout à l'heure, on va y revenir. Mais tu comptes repousser combien de fois? Mais c'est stratégique. En faisant ça, il attise petit à petit la curiosité de la personne qui regarde. Et en repoussant constamment le moment où il va en parler, mais en l'évoquant à plusieurs reprises, il prépare le terrain. Qu'est-ce que t'as pris? Mais rien du tout. Et là où c'est d'autant plus fort, c'est qu'il joue aussi sur le fait qu'il sait que tu vas l'interrompre. Et en faisant ça, non seulement tu attires la curiosité des gens, mais en plus tu te mets sans te rendre compte dans le rôle du spectateur qui n'attend qu'une chose, c'est de savoir, de comprendre. Attends, c'est vrai ça? Donc comme je le disais, la concurrence est rude, si bien que pour attirer les gens, on n'hésite pas à enjoliver la vérité, voire rajouter des éléments, voire carrément mentir et inventer. Malheureusement, il est difficile de contenter tout le monde, et un grand nombre de ces musées ont du mal à rentrer dans leurs frais. Mais l'un d'entre eux va gagner une renommée mondiale, notamment grâce à un homme en particulier, considéré comme l'un des pères du freak show et reconnu sous le titre de prince des charlatans. Je veux bien sûr parler de Phineas Taylor Barnum. Les désagrétations. Mais on va pas s'étendre sur le sujet. Heureusement. Et pourtant, il y en aurait des choses à dire. Surtout depuis la sortie du film l'an dernier, The Greatest Showman. Une prochaine fois. Oh que oui! En 1841, ce cher Barnum décide de racheter le Scudder's American Museum à New York. Mais à partir de maintenant, les expositions scientifiques disparues. On vient au musée non pas pour apprendre, mais pour se divertir. Et tout est fait pour. Grandes affiches, orchestres, campagnes publicitaires. Le Barnum's American Museum devient une attraction incontournable de New York. Les gens s'y pressent pour venir observer des phénomènes comme Maximo et Bartola, les derniers Aztèques, ou encore Zip, the Pinhead. Ce musée deviendra le précurseur de ce qu'on appellera plus tard les Dims Museums, ou les musées Addisons pour nous les Français. Sur le modèle du Barnum's American Museum, un très grand nombre de musées ont proliféré dans le pays, les freaks en étant l'attrait principal. Des rabatteurs sont engagés pour parcourir le pays afin de mettre la main sur des phénomènes pouvant écraser la concurrence. Sauf que voilà, il y a bien plus de musées que de gens exposés, et pour pallier à ça, on n'hésite pas à inventer des freaks, plus ou moins bien faits. Cette multiplication d'arnaques en tout genre commence à leur donner mauvaise réputation. Les gens délaissent petit à petit ces endroits considérés comme vulgaires. D'autant que parallèlement, la concurrence, représentée par les parcs d'attractions, les cirques, les fêtes foraines, prend de l'ampleur. Parc d'attractions, cirque, fête foraine. Qu'est-ce que tu me fais là? Je prends des notes de tous les sujets possibles pour une prochaine vidéo. Oh, il laisse tellement de portes ouvertes, c'est génial. Qu'est-ce que vous me faites tous les deux aujourd'hui? Cette perte de succès va peu à peu conduire ces musées à une vie itinérante, allant de ville en ville afin de proposer leur spectacle, repartant lorsqu'ils n'attirent plus personne. Malheureusement pour eux, le succès n'est plus au rendez-vous, et les 10 museums sont voués à disparaître. Est-ce la fin du freak show? Non. Ah j'ai pas eu le temps de répondre. Comme dit précédemment, les cirques prennent de plus en plus d'ampleur dans le pays, et bon nombre d'entre eux possèdent parmi leurs artistes des freaks.
qui se produisent dans ce que l'on appelle des sideshows. Les sideshows, pour faire court, c'était des spectacles annexes à ceux proposés par le cirque. Ils avaient lieu dans un chapiteau ou une tente, ou autre chose, différente du chapiteau où avait lieu le grand spectacle. On pouvait y retrouver cracheurs de feu, lanceurs de couteaux, et bien sûr... Course de char. Fricks. Oh merde, pour une fois que j'avais le temps de répondre. Les sideshows vont avoir une durée de vie assez limitée. On détermine qu'aux alentours des années 1870, un bon nombre de cirques possèdent leur propre sideshow, mais arrivés dans les années 1950, ils finissent par disparaître. L'un des derniers appartenant aux Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus. Oh Barnum. Est-ce que cette fois-ci, les freak shows signent vraiment la fin de leur carrière? Oui. Non. Oui, mais c'était mon autre proposition. À partir de la moitié du 19e, un autre type d'événement prend de l'ampleur et se propage dans tout le pays et dans le monde entier, les expositions universelles. La toute première d'entre elles à avoir lieu aux États-Unis s'est déroulée à Philadelphie en 1876. Lors de cet événement, différents peuples sont exposés. Et ce n'est pas une image. De véritables représentants de peuples différents sont exposés. L'objectif premier n'était pas d'attiser une curiosité un peu malsaine, mais voilà, c'est un peu ce que ça a provoqué. De plus, parallèlement à l'exposition, de nombreux entrepreneurs installent leurs baraques en marge de l'événement, profitant du succès de l'expo pour attirer les clients. Et parmi eux se trouve bien sûr des freak shows. Cela aurait pu s'arrêter là, mais non. Le succès rencontré par ces entrepreneurs durant l'événement fait réfléchir les organisateurs quant à l'idée de les intégrer complètement. Si bien que lors de la seconde exposition universelle ayant lieu aux États-Unis, c'est-à-dire à Chicago en 1893, toute une partie du terrain est réservée à ces attractions de divertissement en tout genre. Et suivant l'exemple de l'édition précédente, parmi les différents freaks pouvant être aperçus sont intégrés des hommes et femmes venus de peuples d'autres continents. Et ça marche. Ça marche même mieux que prévu puisque cette partie de l'exposition rapporte bien plus d'argent qu'on ne l'avait estimé. Si bien que pour les expositions suivantes ayant lieu aux États-Unis, Atlanta, Nashville, Omaha, Buffalo, Saint-Louis, ces forains prennent une place de plus en plus importante. Et à côté, le freak show gagne en popularité. Ce qui n'est pas tout, puisque parallèlement, le freak show continue à se développer dans un autre type de structure, les parcs d'attraction. Dont on parlera une prochaine fois. Exactement. Ah d'accord, donc vous faites l'émission à deux maintenant. Celui qui va populariser la présence de freak show, D'accord, donc tu me réponds même plus en fait. celui qui va populariser la présence de freak show, Non mais je te parle en fait. Celui qui va populariser la présence de Freak Show. Bon, c'est bon, je parle plus. c'est celui de Coney Island. En 1880, un cirque décide de s'installer au parc de Coney Island. Succès immédiat. Pendant de nombreuses années, Coney Island devient l'un des plus hauts lieux, si ce n'est le plus haut, du freak show. Pendant une soixantaine d'années, Coney Island va voir défiler un nombre incroyable de monstres de foire en tout genre. Mais petit à petit, ce succès va s'effriter. L'arrivée de cinéma, entre autres, va diminuer la popularité du parc qui finira par passer de mode. Comme le hand spinner. Parallèlement, Mais qu'est-ce qu'on en fait de la géométrie aujourd'hui? les freak shows continuent à se développer dans les fêtes foraines, mais on va pas détailler leur histoire. On y reviendra. Exactement. Les freak shows deviennent les attractions principales des fêtes foraines début 1900, et ce jusqu'à 1930-1940. Ah. Pendant de très nombreuses années, ce type de spectacle est considéré comme tout à fait respectable, la religion étant la seule institution à crier au scandale, ce qu'il faisait d'ailleurs pour tout type de spectacle au sens large. Cependant, cette organisation bien huilée va commencer à s'enrayer au début du XXe siècle. La médecine faisant de grands pas en avant, les freaks ne sont dorénavant plus considérés comme des curiosités, mais comme des malades. Peu à peu, les opinions changent. On commence à regarder les freaks d'un œil différent. On n'est plus intrigué ou effrayé, mais inversement, on commence à les prendre en pitié. De même, concernant le représentant de peuples d'autres continents, les explorations continues du monde entier permettent de mieux connaître les peuples qui y vivent, et ainsi décrédibilisent les légendes des colosses, des pygmées, anthropophages et autres. Petit à petit, les freak shows perdent en influence, le nombre d'artistes étant de plus en plus restreint puisqu'ils deviennent tous des patients. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai bien parlé de traitement et non de guérison, puisque les traitements, pour la plupart, ça signifiait quand même enfermement dans un asile. Je connais deux qui auraient leur place. Ha. T'as parlé, t'as perdu. En réalité, la médecine a beau vouloir jouer les héros, elle ne joue qu'un petit rôle dans ce déclin. Les mentalités changent, si bien que voir des gens présentant des particularités n'a plus le même attrait qu'il y a quelques dizaines d'années. Les cirques, les parcs d'attractions, les fêtes foraines se débarrassent de leur freak show. Bref, le freak show rend son dernier soupir. De nos jours, on a sans cesse cette vision du freak show comme étant un semblant de cirque ignorant, allant de ville en ville et exploitant les gens pour s'enrichir. Disons que cette image est à moitié vraie. Concernant les personnes venant de peuples étrangers, ou les personnes atteintes d'un handicap mental, oui, l'exploitation était présente. Cependant, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, bon nombre de personnes étaient raillées dues à leur difformité physique. Et se produire dans un freak show permettait non seulement de se retrouver avec des gens qui avaient le même vécu, mais en plus, cela permettait d'utiliser cette particularité physique comme un atout. Et c'est là qu'on parle du bonimenteur. Bingo! Pour être considéré comme un freak, il ne suffisait pas d'avoir une particularité. Cette particularité n'était que la base. Par la suite, on enjolivait, exagérait, voire inventait complètement l'histoire autour de l'artiste.
Le bonimenteur avait ce rôle. Il attirait les gens de l'extérieur, leur promettant monts et merveilles, il présentait ses artistes, inventant une histoire autour d'eux, rebondissant sur les réactions du public. De son côté, le freak jouait le rôle qu'on lui avait donné, se produisant sur scène comme tout autre artiste le faisait la promotion de sa biographie, vendue au même endroit, signait des autographes sur les photographies, vendues exactement au même emplacement que la biographie. Attends, tu nous as fait attendre aussi longtemps rien que pour ça? Quelle déception. Mais cette déception, tu en es le seul responsable. Tu t'es tout seul induit en erreur quant à la qualité de l'information. À aucun moment il n'a précisé ce qu'il allait dire. Seulement quand il allait le dire. Et ton imagination a fait le reste du travail. Mais c'est toi qui m'as dit... J'ai juste tenté de te prévenir de ce qui t'attendait. Mais visiblement c'était trop subtil. Je voulais surtout attirer ton attention sur le fait que si tu jouais le rôle du spectateur, lui aussi tenait un rôle, celui du bonimenteur en question. Il a tout simplement illustré son exemple. Et toi, t'es tombé dans le piège. Mais... Oui, merci, je prends le relais. Bon, du coup, conclusion. Lorsque l'on veut étudier un phénomène social, il est important de le replacer dans son contexte spatio-temporel. De notre point de vue actuel, il serait impossible de présenter un spectacle pareil. L'évolution des mœurs, le rapport au handicap, ferait que nous ne verrions pas ça d'un bon œil. Mais il est important de rappeler que bon nombre de freaks se considéraient comme artistes avant d'être handicapés ou malades. Si bien que lorsque les freak shows ont disparu, ils n'ont pas vu une liberté retrouvée, mais au contraire, leur métier partir en fumée. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a eu des connards qui ont profité de la situation, et de toute façon, il y en aura toujours. Je vous ai parlé d'hommes et de femmes, mais pendant de nombreuses années, les freak shows ont aussi produit des animaux. L'un des plus célèbres étant Jumbo, un éléphant d'Afrique capturé pour être envoyé au zoo de Londres. Il y restera pendant de nombreuses années avant d'être acheté par Barnum, encore lui. Il y emmènera aux États-Unis, où il le produira là-bas. Ces apparitions créeront un tel engouement qu'il deviendra une star mondialement connue, inspirant d'ailleurs le personnage de Disney, Dumbo. Attends 2 secondes là. Bon, certes, les freak shows exploitaient les animaux, d'accord. Mais, je veux dire, Barnum, quand il a acheté Jumbo, c'était pour son cirque. Attends, t'es quand même pas en train de me dire que les cirques ont aussi exploité les animaux? Enfin, c'est une pratique qui n'existe plus, ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu regardes? C'est une photo de mon arrière-arrière-grand-oncle. Je l'ai retrouvé dans le grenier. Je crois qu'il était dans le monde du spectacle aussi.